Be'ezrat Hashem, à l'approche de la fête de Pessah, on va rapporter la question que se pose le Ben Ishraï dans son commentaire sur la Haggadah, qui est de comprendre comment se fait-il que le soir de Pessah, au cours du Seder, nous devons d'abord consommer le maror, qui sont ces herbes amères qui viennent nous rappeler l'amertume de l'esclavage en Égypte, et ensuite nous consommons le korer, qui est en fait ce sandwich composé à la fois de maror, mais également de matzah. Et pour répondre à cette question, le Ben Ishraï va nous rapporter une histoire. Voilà qu'il y avait un roi qui avait une fille à marier. Et pour lui trouver un prétendant, au lieu de faire appel à la bourgeoisie ou à d'autres familles royales pour lui trouver un mari qui lui conviendrait, il s'est dit que s'il allait choisir dans cette catégorie-là de la population, il risquerait de lui trouver un mari qui serait peut-être issu d'une grande famille, mais qui n'aurait pas les qualités qu'il attend en tant que son futur gendre. Il voulait trouver quelqu'un qui allait bien se comporter avec sa fille, qui allait avoir de bons traits de caractère. Et donc, au lieu de choisir parmi les personnes importantes de la société, il va envoyer ses conseillers dans le royaume en leur disant, peu importe quelle est la condition sociale, économique de mon futur gendre, ce qui m'importe, c'est que ce soit quelqu'un de bien. Et donc, ces conseillers vont parcourir le royaume et finalement, ils vont trouver quelqu'un qui est parfait. C'est quelqu'un qui a de bons traits de caractère. Il a un comportement qui est vraiment exemplaire. Il a un beau physique. Il a tout ce qui pourrait plaire, mais il est issu d'une famille très pauvre. Et donc, ils suivent les instructions que leur a donné le roi. Ils vont donc ramener ce personnage devant le roi. Et le roi lui dit, écoute, voilà, je te présente ma fille. Si tu le souhaites, tu peux te marier avec elle. Tu deviendras donc mon gendre. Tu seras élevé au rang de prince. Et donc ce jeune homme, qui est issu d'une famille de paysans, rencontre la princesse. Il donne son accord sur place au roi. Il lui dit, écoute, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord de me marier avec ta fille. Et là, le roi va surprendre tout le monde. Il va dire, il n'y a pas de problème. Le mariage aura lieu dans 2 heures. Tout le monde est choqué. On lui dit, mais attendez, Sa Majesté, c'est pas possible. Regardez ce personnage, il vient de la campagne, il faut changer ses vêtements, il faut le préparer, c'est le fratan, il faut le préparer pour le mariage. Votre fille aussi, il faut la préparer, c'est la mariée. Il lui faut une robe, il lui faut tout. C'est pas possible. Et même le paysan dit, mais attendez, moi aussi j'ai de la famille, j'ai des gens que je veux inviter, il faut que je parle avec mes parents. Le roi dit, je ne veux rien entendre. Je décrète, le mariage aura lieu dans 2 heures. Je ne veux pas attendre. Et il lui dit, alors le futur Khatan lui dit, je suis embêté, vous savez, je viens d'une famille qui a peu de moyens, je n'ai pas comment payer un mariage. Le roi lui dit, écoute, ne t'inquiète pas, tout est pour moi, il n'y a pas de problème, tu auras le plus beau mariage qui puisse exister, c'est moi qui me charge de tout, je prends tout pour moi, c'est moi qui vais payer l'addition, toi tu as juste à te laisser guider, ne t'inquiète pas. Et donc là il demande à ses serviteurs de prendre ce prince, on lui libère la plus belle salle de bain qu'il y a dans le palais, et donc on lui amène tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se préparer. Et pendant ce temps-là, voilà que le responsable de la cuisine de la cour royale va voir le roi, lui dit, écoutez Sa Majesté, je comprends que vous êtes pressé de le faire se marier, mais là vraiment c'est un petit peu exagéré. J'ai besoin au moins, donnez-moi 24 heures que je puisse préparer les meilleurs repas, les plats les plus délicieux. Là, en 2 heures, j'aurai pas le temps de faire ce que je peux faire en 24 heures. Donc laissez-moi un délai supplémentaire. Et le roi lui dit, il en est hors de question. J'ai trouvé un khatan pour ma fille. Je trouve que c'est quelqu'un qui est formidable. Je ne veux pas qu'il change d'avis. Il me plaît, il plaît à ma fille. On le marie tout de suite. Donc bon, il n'y a pas de problème. Et pendant ce temps-là, donc le khatan, lui, se trouve donc dans la baignoire royale. Il profite pour se préparer, etc. Et lui, qui était très intelligent, le khatan, il constate qu'en fait, au moment où il a enlevé ses vêtements de paysan pour aller prendre son bain, les serviteurs du roi ont pris ses vêtements et les ont gardés. Et en fait, ils sont allés avec ces vêtements et ils les ont cachés dans la salle au trésor du roi, selon les instructions qu'ils avaient reçues du roi. Et le khatan, qui était intelligent, a fait attention à ce détail. Et donc voilà que lorsqu'il sort, bien sûr, on lui sort à ce moment-là les plus beaux vêtements. Il est habillé donc de manière magnifique.
Et donc, on peut commencer la cérémonie. Le roi appelle tous les gens de la cour, toutes les personnes qui lui sont chères, et il les fait venir pour ce mariage improvisé et organisé en 2 heures au sein même du palais royal. Et donc, une fois que la choupa est terminée, voilà que tous les convives sont invités à aller dans la grande salle du repas royal, le dîner qui est offert par le roi à tous les invités pour fêter le mariage. Et au moment de rentrer dans la grande salle, le responsable de la cuisine va voir le roi et lui dit: Écoute, Sa Majesté, je t'avais demandé 24 heures de délai. Tu m'as donné seulement 2 heures. En 2 heures, nous avons mis les bouchées doubles. On a réussi véritablement à faire quelque chose de magnifique. Tu vas voir, c'est un véritable festin. Par contre, il y a une chose sur laquelle on a eu un problème, c'est que pour préparer le pain, étant donné qu'on n'avait que 2 heures seulement, la pâte n'a pas eu le temps de lever. Et donc, au lieu de vous servir du pain, ce soir, nous allons vous servir des galettes. Bon, le roi est tellement content de la fête de ce soir-là, il lui dit: Écoute, pour moi, l'essentiel, c'est que le mariage ait eu lieu maintenant, au moment que j'avais demandé, et je suis le plus heureux, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Donc tout le monde va se mettre à table, et voilà que donc également le khatan avec la princesse prennent place eux aussi, et voilà qu'on leur sert le plat, et le khatan remarque qu'il n'y a pas de pain, mais qu'il y a seulement des galettes. Et donc discrètement, il va prendre un morceau de galette, il appelle un des serviteurs du roi, il lui dit: Écoute, je vous ai vu lorsque je suis allé prendre mon bain tout à l'heure, j'ai vu que vous avez gardé mes vêtements, je veux que tu prennes ce morceau de galette et que tu le mettes à l'intérieur de mes vêtements de paysan. Bon, alors le serviteur, forcément, il ne va pas refuser, il a une demande directement du nouveau gendre du roi, du marié, donc il ne refuse pas, il s'exécute, il va donc dans la salle des trésors du palais, et là-bas, donc dans les vêtements de paysan du nouveau prince, il va également introduire à l'intérieur le morceau de galette. Et voilà qu'ensuite, donc après ce magnifique mariage organisé sur la demande du roi dans la précipitation, ce couple donc vit de manière très heureuse, tout se passe très bien entre eux, les années passent les unes après les autres, et voilà qu'un jour, il y a une grosse dispute entre la princesse et son mari. Et là, donc la princesse va en pleurant chez son père, lui dit: Oui, voilà, il m'a fait ça, il m'a dit ça, etc., etc. Le roi se met dans une grande colère, il dit: Comment ce personnage, ce gendre que j'ai fait venir, qui était un paysan, je l'ai élevé au rang de prince, et maintenant il se comporte comme ça avec ma fille, convoquez-le tout de suite au palais, je veux lui parler. Et là, donc, au moment où on le convoque, le roi demande à ce qu'on ramène les vêtements de paysan que portait le prince des années auparavant, le premier jour où il a franchi la porte du palais. Et là, donc, le roi prend ses vêtements, les met devant le prince et lui dit: Regarde, regarde, tu te comportes mal avec ma fille, mais tu oublies d'où tu viens. N'oublie pas, tu étais un paysan, tu n'avais aucun avenir particulier de prévu pour toi. Et c'est moi qui t'ai sorti de ta situation tellement basse dans laquelle tu étais, qui t'ai élevé au rang de prince, et maintenant tu as un tel comportement. Comment oses-tu? Regarde, ces vêtements sont le témoignage de là d'où tu viens. Ça prouve à quel point tu aurais pu normalement rester dans ce rang-là auquel tu étais, et comment est-ce que moi, je t'ai élevé. Et là, lui dit le prince: C'est vrai, tu as entièrement raison, je ne renie pas l'endroit d'où je viens, mais regarde, ouvre ces vêtements. Et là, au moment où le roi ouvre les vêtements, il trouve à l'intérieur le morceau de galette que le prince avait demandé de laisser des années auparavant lors de son mariage. Et là, à ce moment-là, le prince lui dit: C'est vrai, ô mon roi, que c'est grâce à toi que j'ai tout obtenu. Je ne serai rien sans toi. Mais toi aussi, n'oublie pas quel amour tu avais pour moi, quelle volonté tu avais que je me marie tellement rapidement avec ta fille, tellement tu m'as apprécié depuis le premier jour. Donc c'est vrai que ces vêtements viennent rappeler que moi je te dois tout. Mais n'oublie pas que cette galette vient également rappeler tout l'amour que tu avais pour moi, au point que tu n'as pas voulu attendre même pas 24 heures pour être sûr que le mariage ait lieu au plus vite. Et donc le Ben Ishraï nous dit: cette histoire est en fait une métaphore qui vient nous rappeler que d'un côté, nous allons le soir du Seder manger le maror, ces herbes amères qui vont nous rappeler où nous étions en Égypte. Nous étions des esclaves, nous étions des moins que rien au plus bas, nous étions au 49e niveau d'impureté dans l'idolâtrie, au point qu'au moment où on va passer la mer et que la mer va s'ouvrir devant nous et qu'on va se retrouver
les bénis Israël et également derrière eux les Égyptiens qui les poursuivent pour les attraper, nous raconte le Midrash, les anges là-haut vont dire mais Hachem, quelle différence y a-t-il entre cela et cela? Regarde, les Égyptiens sont des idolâtres, mais les bénis Israël aussi en Égypte étaient des idolâtres. Il n'y a pas tellement de différence entre les deux. Donc d'un côté, c'est vrai que le soir de Pessah, on va se rappeler d'où on vient. On va se rappeler un petit peu comme ces vêtements du prince, que finalement, tout ce que nous avons obtenu aujourd'hui, nous l'avons obtenu grâce à Hachem. C'est lui qui a libéré nos âmes. Nos âmes étaient comme emprisonnées en Égypte. Et grâce à la sortie d'Égypte, on va avoir nos âmes qui vont être totalement libérées. C'est vrai qu'au cours des différentes générations, il y a eu encore d'autres exils. Mais dans tous les autres exils, c'est seulement notre corps qui était prisonnier. Nos âmes, elles, sont toujours restées libres. Nous sommes restés, malgré les difficultés, toujours fidèles à notre Créateur. Donc ça, c'est ce que vient rappeler le maror. Mais d'un autre côté, ce maror, on va le manger également avec la matzah. On va rappeler à Hachem, regarde, c'est vrai que nous aussi, nous te devons tout, bien évidemment. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire, rappelle-toi aussi, lorsque parfois on n'est pas parfait, rappelle-toi également quel amour tu avais pour nous, que tu nous as fait sortir d'Égypte pendant la nuit, dans la précipitation, comme il est écrit dans les psukim, Bechipazon, dans la précipitation, tu nous as fait sortir d'Égypte. Et d'ailleurs, il y a une différence. Le soir de Pessah, on va rappeler deux sortes de matzah. Il y a la matzah qui est le lechem oni, qui est ce pain d'esclavage, ce pain de pauvreté que nos pères mangeaient en Égypte. Donc on vient le rappeler. Mais dans les psukim de la Torah, on parle également des ugot matzot, des gâteaux de matzah. Il y a également cette matzah qui est élevée, qui est celle que nous avons consommée parce que nous sommes rapidement sortis d'Égypte et que la pâte des bénis Israël n'a pas eu le temps de monter pour faire du pain, et ça a finalement fait de la matzah. Donc cette matzah, elle va être en fait le témoignage de l'amour qu'a Hachem envers le peuple d'Israël. Et en fait, Pessah, c'est une fête d'amour. On vient se rappeler que finalement, on doit tout à Hachem. On était prisonniers, on était en exil, on était dans la difficulté, et c'est Hachem qui a pu nous sortir dans sa bonté. Il nous donne ce cadeau extraordinaire, alors qu'on ne le mérite pas. Il va nous sortir d'Égypte, et finalement, 50 jours plus tard, nous donner la Torah au mont Sinaï. Le Ben Ishraï poursuit son explication et nous dit cette précipitation qu'il y avait au moment de la sortie d'Égypte et qui est symbolisée donc par la matzah et par donc le korer, c'est-à-dire finalement cet ensemble qui est à la fois la difficulté qu'on avait en Égypte, mais d'un autre côté le fait que Hachem par amour nous a sortis de cette situation, va également être retrouvé au moment de Shavuot, au moment du don de la Torah. Puisqu'on sait qu'il y a un grand principe, c'est que lorsque Hachem veut nous éclairer de sa lumière, il le fait en général de manière progressive. D'ailleurs, on le voit, puisqu'on parle de lumière spirituelle, mais également d'un point de vue physique, on voit également que le soleil, lorsqu'il va se lever le matin, au début, il va avoir quelques rayons, et doucement, doucement, le soleil va faire toute son ascension pour finalement arriver en milieu de journée et éclairer de manière resplendissante. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit tous les jours. Dans le Yotzer, le matin dans la Tfila, on dit Ameir la Haaretz, donc qui éclaire la terre, Veladarim Alea Berachamim, donc, et à ses habitants avec Rachamim, avec Chesed. C'est-à-dire que Hachem ne va pas révéler sa lumière de manière forte tout de suite, mais de manière progressive pour qu'on puisse la supporter. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Que dès qu'on sort d'Égypte, 49 jours plus tard, au 50e jour, on arrive au moment du Arsinaï, du don de la Torah, et là, il y a une lumière inimaginable à ce moment-là. Chacun des bénis Israël qui sont présents, on reçoit une prophétie qui est encore plus élevée que ce qu'ont reçu tous les prophètes par la suite. Et d'ailleurs, c'est rapporté dans le Midrash, on nous dit que déjà au moment de la traversée de la mer, une servante va avoir des visions prophétiques que n'aura pas le prophète Yecheskel. Donc on voit que c'est tout un processus qui commence à Pessah, qui aboutit au moment du don de la Torah, et qui est en fait une lumière énorme spirituelle qu'Hachem va envoyer sur nous. Et là, justement, tout le moment du don de la Torah, c'est un petit peu comme une choupa, comme on l'a vu dans nos fameuses histoires. Donc on voit que tout est fait dans la précipitation, par amour, parce que Hachem veut rapidement faire cette union entre la Torah, qui est donc sa princesse, cette fille qui a marié, et le peuple d'Israël, qui est à ce moment-là ce paysan qui est au plus bas, qui va être libéré d'Égypte pour être élevé au niveau le plus haut. Bezrat Hachem, comme nous enseignent nos sages, ils nous disent que la libération d'Égypte est à l'image de la libération qui aura lieu à la fin des temps. Alors Bezrat Hachem, que nous puissions avoir nous aussi le srout de voir de nouveau cet amour d'Hachem se révéler
vers nous pour nous permettre d'avoir le Mashiach Tzidkenu, la délivrance finale et définitive. Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen, ve Amen. Pesach, Kacher, ve Sameach. Et bonne santé pour tout notre peuple. Amen, ve Amen.